Le 9 mars 1945, un coup de force japonais élimine au Vietnam en quelques heures l'armée et l'administration française restées fidèles au régime de Vichy. Malgré un retour du général Leclerc le 5 octobre 1945, à la tête de troupes destinées à reprendre le contrôle du pays, la défaite française de Dien Bien Phu le 7 mai 1954 sonnera le glas des ambitions françaises en Extrême-Orient. C'est la fin de ce qui a été appelé la petite guerre du Vietnam. It is complete independence that we want. I have a dream. Fin 1954, à la fin de la guerre d'Indochine, deux Vietnams sont laissés face à face. Le Sud-Vietnam, pro-américain et plutôt démocratique, et le Nord-Vietnam, quasi dictatorial, aux mains des dirigeants communistes ayant comme objectif la réunification des deux Vietnams. Les élections prévues en 1956 en vue de la réunification du pays n'auront jamais lieu. À partir de 1957, commence l'engrenage politico-militaire qui débouchera sur une seconde guerre d'Indochine. En 1964, un véritable conflit armé se déclenche. Pris dans l'engrenage, les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans cette guerre aux côtés du Sud-Vietnam. En 1968, plus d'1 demi-million de jeunes Américains sont présents pour venir se battre au Vietnam. En 1973, après presque 10 ans de guerre, les États-Unis cessent le combat et se retirent du pays, laissant le Sud-Vietnam combattre seul contre son voisin. En 1975, les forces nord-vietnamiennes lancent une attaque généralisée. Dans une atmosphère de fin du monde, Saïgon est évacué par les derniers Occidentaux. Les deux Vietnams sont enfin réunis. Le rêve d'Ho Chi Minh se réalise. Pour les populations sud-vietnamiennes, c'est la fuite par tous les moyens. Les images des boat people vont faire la une des journaux du monde entier. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. À la conférence de Yalta, les Alliés avaient convenu qu'en Corée, les forces japonaises stationnées au nord du 38e parallèle se rendraient aux Soviétiques et celles qui occupaient le sud aux Américains. Cette division en deux parties de la péninsule coréenne, qui découlait de la double présence américaine et soviétique, ne devait pas être définitive. En septembre 1947, les Américains portèrent la question coréenne devant les Nations Unies, qui désigna alors une commission chargée d'organiser et de superviser des élections libres en tant que préliminaire à la formation d'un gouvernement national. Au sud, elles portèrent au pouvoir le vieux leader nationaliste et anticommuniste Syngman Rhee. L'homme fort du nouveau régime nord-coréen, quant à lui, était Kim Il-sung, ancien résistant à l'occupation japonaise. Le 25 juin 1950, à 4 heures du matin, les troupes de la Corée du Nord communiste franchissent le 38e parallèle, frontière avec la Corée du Sud, établie par des négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 26 juin 1950, le Conseil de sécurité de l'ONU prend une résolution autorisant la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour venir en aide à la Corée du Sud. Le même jour, Harry Truman nomme Douglas MacArthur, chef des forces expéditionnaires américaines, à envoyer en Corée. Pendant ce temps, 200 000 soldats nord-coréens disposant de chars et d'armements lourds bousculent sans difficulté la petite armée sud-coréenne. Le 28 juin 1950, Séoul, la capitale proche de la frontière, est prise. En quelques jours, le pays est pratiquement conquis sans résistance. Le 3 juillet 1950, MacArthur lance un audacieux débarquement américain dans la baie d'Incheon. Les forces coalisées de l'ONU culbutent les forces nord-coréennes, reprennent Séoul le 25 juillet 1950. Une partie des forces nord-coréennes est alors prise entre deux feux et totalement coupée de ses bases logistiques. Elle dépose les armes peu après.
Le 1er octobre 1950, les forces coalisées franchissent le 38e parallèle et progressent rapidement vers le nord du pays. Le 19 octobre 1950, Pyongyang est prise et les troupes américaines atteignent la frontière chinoise le 24 octobre 1950. La Chine masse alors 200 000 volontaires à la frontière et les premiers combats commencent le 6 novembre 1950. Le 24 novembre, le front des unités de l'ONU craque sous la pression constante de l'offensive chinoise. Le 30 novembre 1950, MacArthur fait officiellement allusion à la possibilité d'utiliser la bombe atomique en Corée pour arrêter la progression des armées chinoises. Le 5 décembre 1950, les Chinois reprennent Pyongyang et atteignent le 38e parallèle le 7 décembre 1950. Séoul est reprise par les Chinois le 4 février 1951. Ce n'est que vers la fin février 1951 que les forces de l'ONU, grâce à des bombardements stratégiques massifs, réussissent à regagner un peu de terrain et à stabiliser un front un peu en retrait du 38e parallèle. 160 000 hommes, dont 130 000 Américains, sont alors engagés en Corée. Une guerre de position s'engage entre Chinois et forces de l'ONU. Des négociations pour un armistice débutent le 10 juillet 1951, mais les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Arrêt et reprise des négociations, ponctuées d'opérations militaires limitées, se succèdent jusqu'au 27 juillet 1953, où un armistice définitif est signé à Panmunjom. La ligne de front de mai 1951 est déclarée zone démilitarisée et acceptée comme nouvelle frontière entre les deux Corées. La guerre est terminée. Elle fut l'un des plus grands sommets de la guerre froide avec la crise de Cuba. L'exemple coréen reste imprégné dans les mémoires lorsqu'un an plus tard, en 1954, la France, conformément aux décisions de la conférence de Genève, se désengage progressivement de l'ancienne Indochine française. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Le fait principal de la conférence de Genève, c'est l'accord étrange entre Mendès France d'un côté et Chou En-lai de l'autre. C'est un coup d'éclat de Pierre Mendès France qui dégage la France dans les meilleures conditions possibles, mais c'est encore plus un coup d'éclat de Chou En-lai qui, grâce à son dialogue avec Mendès France, va, on va dire, jouer un mauvais tour aux Vietnamiens en situant la barre entre le Nord et le Sud beaucoup plus haut que les Nord-Vietnamiens ne l'auraient souhaité. Vietnam du Nord et Vietnam du Sud se retrouvent seuls face à face de part et d'autre du 17e parallèle devenu zone démilitarisée. La France laisse en partant une situation difficile. Le conflit a continué car le gouvernement sud-vietnamien était très corrompu. Il n'écoutait pas les réactions du peuple, des bouddhistes en particulier, et le mouvement communiste a pris son essor chez les paysans. Le Nord-Vietnam communiste n'a jamais caché son ambition de réunir les deux Vietnams sous le drapeau rouge. Il va donc exercer une pression de plus en plus forte chaque année sur le gouvernement démocratique du Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis. Va-t-on vers une nouvelle guerre de Corée? Peu après le départ des Français, l'empereur Bao Dai est destitué. Bao Dai représente l'ancien régime vietnamien. Bao Dai, c'est un peu l'équivalent de l'impératrice Tzuyi ou du jeune empereur Puyi, donc ces vieux empereurs qui avaient une légitimité presque de droit divin ou qui se réclamaient d'une légitimité de droit divin et qui n'ont pas su basculer dans la modernité. Il n'a pas su le faire. Il s'est braqué, il a été un peu, je pense, manipulé par les Français qui pensaient pouvoir le manipuler et au fond, il s'est beaucoup discrédité par rapport à l'opinion vietnamienne alors qu'il avait les moyens, en jouant la carte du Vietnam et la carte de l'ouverture, de s'attirer tous ces jeunes gens qui n'étaient pas communistes, qui sont devenus communistes un peu par faute d'autre chose. La République du Vietnam du Sud est proclamée le 26 octobre 1955 et Ngo Dinh Diem est nommé président de la République. Les premiers conseillers militaires américains arrivent au Sud-Vietnam le mois suivant. Les Américains avaient une politique de containment à l'égard de la Chine. Bon.
et à l'égard du communisme. Bon. Donc la France ayant été vaincue, c'est incontestablement, Dien Bien Phu n'est pas une victoire, les Américains ont cherché à reprendre pied à travers un gouvernement fantoche dans le Sud. Dans les années qui suivent, les incidents se multiplient. Le 11 novembre 1960, un coup d'État militaire échoue de peu. À peine un mois plus tard, c'est la création du Front National de Libération, le Viet Cong, soutenu par le Vietnam du Nord. Le 19 octobre 1961, avec la recrudescence des troubles, l'état d'urgence est proclamé. Le 12 décembre de la même année, 2 compagnies d'hélicoptères américains arrivent en soutien à Saigon. C'est le début de l'implication militaire des États-Unis au Sud-Vietnam. Le général de Gaulle avait déjà reçu Kennedy en 1961 en lui disant « La guerre que vous voulez faire au Vietnam, vous allez la perdre. Parce que la France est en Indochine depuis les années 1880 et la France sait que c'est un peuple de paysans attaché à sa terre qui, par définition, est invincible puisque vous êtes étranger. » Au fur et à mesure que le gouvernement impopulaire et corrompu du Sud-Vietnam se discrédite, la guérilla menée par le Viet Cong s'intensifie, augmentant son emprise sur la population. Devant cette menace grandissante, les États-Unis, prisonniers de la théorie des dominos, qui prévoit que la chute du Vietnam du Sud entraînerait avec elle celle des autres pays de la région, se laissent peu à peu entraîner dans un conflit dont ils ne mesurent pas encore l'ampleur. Encore une fois, ça n'est jamais un chapitre, et ce n'est pas un sous-chapitre, c'est un chapitre très important, de la guerre froide, de la grande confrontation entre, disons, l'idéologie communiste, appelons ça comme ça, et l'autre, l'idéologie, les démocraties occidentales. Au fil des années, les États-Unis, sous les présidences d'Eisenhower de 1955 à 1960, de Kennedy de 1960 à 1963 et de Johnson à partir de 1963, augmentent graduellement leur soutien militaire au gouvernement de Diem. Le nombre de conseillers militaires américains va ainsi passer d'à peine 1000 en 1960 à plus de 23 000 en 1964. Le 1er novembre 1963, le président Diem est renversé puis assassiné. C'est probablement parce qu'il était corrompu que Diem a été assassiné, mais c'est certainement aussi parce qu'il faisait des accords secrets avec les communistes qu'il voulait, pour certains d'entre eux, faire entrer au gouvernement. Selon moi, cela aurait pu probablement neutraliser, si les communistes étaient entrés au gouvernement, cette tentative d'assassinat, mais cela n'a pas été le cas. Kennedy lui-même a été assassiné 3 semaines plus tard. Plusieurs gouvernements instables lui succèdent à Saigon, accentuant encore une situation difficile. Le Viet Cong décide alors qu'il est temps de passer de la guérilla à une lutte armée plus conventionnelle. En août 1964, l'incident du golfe du Tonkin déclenche les hostilités. Le 2 août 1964, 2 destroyers américains, le Maddox et le Turner Joy, pénètrent dans le golfe du Tonkin. Devant cette violation de ses eaux territoriales, l'armée populaire du Vietnam du Nord aurait peut-être ouvert le feu. Saisissant ce prétexte, le président Johnson fait voter par le Congrès américain les pleins pouvoirs militaires au chef de l'État américain. C'est la résolution du Tonkin qui marque le début officiel de la guerre du Vietnam. McNamara, qui est secrétaire au Pentagone, ministre de la Défense, dit « cet incident était bidon ». C'était un prétexte à la guerre. Cela n'a jamais eu lieu. C'était un prétexte pour engager les forces américaines au Vietnam, pour arrêter ce mouvement communiste et préserver les Sud-Vietnamiens. Et Johnson a commencé en août 1964 à faire ce que McNamara avait déjà proposé en octobre 1961, c'est-à-dire envoyer des troupes au Vietnam, 200 000 soldats environ. Cela avait été proposé en 1961, mais Kennedy était contre cela. Et une fois qu'il a été supprimé de la scène politique, Johnson a pu commencer dès 1964 son boulot, faire la guerre. Le général William Westmoreland est alors nommé commandant en chef des armées américaines au Vietnam. Il le restera jusqu'à la fin de l'offensive du Tet en 1968. À partir du 1er mars 1965, l'opération aérienne de bombardement stratégique massif, baptisée Rolling Thunder, est lancée.
des dizaines de B-52 déversent des milliers de tonnes de bombes et de missiles au nord du 17e parallèle. L'objectif déclaré est de saper le moral du Nord-Vietnam, de désorganiser ses bases logistiques et d'anéantir son potentiel économique sous des tonnes de bombes. Il ne pouvait pas disposer de troupes au Nord-Vietnam. Il ne pouvait pas non plus attaquer Hanoï directement et prendre le pays, car les Chinois étaient là, juste au nord, à côté des lignes antiaériennes en uniforme. Ils attendaient le moment idéal où les Américains allaient passer la frontière pour les attaquer comme ils l'avaient déjà fait en Corée auparavant. Donc les missions de bombardement se sont imposées d'elles-mêmes comme les seules possibles pour détruire les routes de ravitaillement venant du nord. De plus, la piste Ho Chi Minh, artère de communication vitale qui serpente le long de la frontière du Laos et du Cambodge, est aussi visée et régulièrement bombardée. Les résultats de ces bombardements sont néanmoins peu concluants. Ils contribuent en fait à la création d'une force antiaérienne nord-vietnamienne efficace, équipée notamment de missiles antiaériens russes SAM-2, ce qui aura des répercussions importantes sur l'augmentation du nombre de pertes aériennes américaines pour la suite du conflit. Un peu moins de 1000 Américains sont présents au Vietnam en 1960. Ils seront 9000 en 1962, 16 000 en 1963 et 23 000 en 1964. Ce ne sont encore que des conseillers militaires. Le 8 mars 1965, alors que s'intensifient les bombardements sur le Nord-Vietnam, le premier gros contingent de soldats américains, la 9e brigade de Marines, débarque à Da Nang, dans le nord du pays, proche de la frontière du 17e parallèle. Il vient renforcer la faible garnison sud-vietnamienne face à la menace grandissante d'une agression venue du nord. Cette première unité de soldats sera rapidement suivie de beaucoup d'autres. L'engagement américain au Vietnam devient irrévocable. Dès le début de la guerre, l'afflux de soldats américains devient constant. Ils sont 125 000 en juillet 1965, puis 180 000 fin décembre de la même année. Au plus fort du conflit, en 1968, 580 000 GI, dont près de 80 000 Marines, combattent au Vietnam. Il faut cependant relativiser et expliquer la décomposition de ce nombre élevé de combattants. Parmi les 500 000 hommes engagés au Vietnam en 1967, 160 000 appartiennent aux divers corps de la marine et de l'aviation. Sur les 340 000 restants appartenant à l'armée de terre, seuls 50 000 hommes composent les unités réellement combattantes au sol. Les 290 000 autres sont des soldats de l'arrière destinés aux tâches administratives et logistiques. À ces chiffres, il convient d'ajouter environ 300 000 soldats sud-vietnamiens. Mais là aussi, seul un peu plus de 50 000 représentent les forces combattantes. Le conflit va bientôt dégénérer en une véritable guerre d'usure non conventionnelle que les États-Unis ne pourront pas gagner. La Chuluk, l'armée régulière nord-vietnamienne, est composée d'environ 70 000 combattants de première ligne, aguerris par presque 20 ans de conflit et est soutenue par des dizaines de milliers de guerrieros Viet Cong. Si la supériorité matérielle est écrasante du côté américain, elle ne suffit pas à contrebalancer les difficultés occasionnées par un terrain qui ne permet pas de profiter de cet avantage. C'est pourquoi, tout au long de presque 10 années de combat, les États-Unis tentent d'appliquer des stratégies diverses qui ne donneront pas de résultats probants. En effet, les combattants nord-vietnamiens sont insaisissables. Les combats sont principalement constitués d'escarmouches dans la jungle, de sécurisation de routes et de voies d'accès et d'opérations de police. Les rares opérations d'envergure ne portent pas de coups décisifs. L'utilisation de moyens colossaux et de nouvelles armes, telles que le napalm, les bombardements stratégiques d'une ampleur encore inégalée, l'usage massif de défoliants, le fameux agent orange sur de grandes portions de jungle, les mines Claymore ne suffiront pas face à la détermination des dirigeants communistes et au courage des soldats vietnamiens. C'est une très grande tragédie que d'avoir autorisé l'usage du napalm, ce gel qui explose et qui brûle tout autour de lui, et également l'usage des agents orange, cet horrible défoliant qui continue encore de nos jours à causer des mutations et des cancers aux Vietnamiens. Le défoliant a été utilisé car il y avait d'énormes forêts qui cachaient les combattants.
Les États-Unis voulaient les faire disparaître et, se défoliant, ravager la végétation sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Les soldats américains ont été eux-mêmes contaminés en utilisant le produit. Ils ont d'ailleurs poursuivi les compagnies pour être indemnisés bien des années plus tard, mais ils ont obtenu très peu. Les Vietnamiens, quant à eux, n'ont jamais été en mesure de poursuivre ces sociétés qui avaient permis l'usage de ces agents orange. Fin 1967, la situation semble cependant enfin tourner à l'avantage des États-Unis. À la fin de la guerre du Vietnam, les Américains prennent conscience qu'il est nécessaire de parvenir à un accord. Il faut impérativement faire en sorte de mettre un terme à cette guerre qui a déjà englouti bon nombre de vies américaines et vietnamiennes. Plus d'1 million de Vietnamiens mourront au cours des différentes opérations. Et pour ce faire, les États-Unis abandonnent la politique qui avait été la leur jusque-là, à savoir d'engager graduellement leur nombre de forces, le volume de forces engagées, le volume de feu déployé sur les zones de bataille, et s'assurant discrètement auprès de l'Union soviétique qu'il n'y aurait pas de retombées négatives sur les relations entre Washington et Moscou, et décide de bombarder le Nord-Vietnam. Les communistes doivent réagir vite, sous peine de perdre l'initiative stratégique. L'année 1968 est une année charnière. Le 20 janvier, la ville de Khe Sanh fait l'objet d'une attaque et d'un encerclement. La grande offensive militaire et politique est déclenchée quelques jours plus tard. Le 31 janvier 1968, pour le Nouvel An vietnamien, Ho Chi Minh lance une grande attaque générale dans tout le pays. 36 des principales capitales provinciales du Sud-Vietnam font l'objet d'attaques d'envergure. Les aérodromes sont attaqués en priorité. À Saigon même, 4000 guerrieros se répandent par surprise dans la ville et tentent de prendre le contrôle des bâtiments officiels. L'ambassade américaine est prise d'assaut par un commando suicide de 19 sapeurs Viet Cong. C'est la panique. 6 heures de combat sont nécessaires pour en venir à bout. L'offensive du Tet était la preuve que les communistes n'avaient pas baissé les bras face aux campagnes de bombardement massives initiées par l'administration Nixon, qui s'avéraient totalement inefficaces. C'était aussi la preuve que Ho Chi Minh et les Viet Minh étaient toujours incontrôlables, et donc que les Américains étaient dans l'incapacité de gagner la guerre. Cependant, prévoyant un éventuel problème, le général Westmoreland avait massé plus de 5000 hommes et les blindés de la Black Horse près de Saigon. La réaction américaine est rapide et efficace. En moins de 6 jours, Saigon est définitivement nettoyée. La bataille pour Hue, l'ancienne capitale impériale, est sauvage. La ville est conquise avant d'être reprise après 10 jours de très durs combats. En quelques semaines, les combats cessent partout. La population sud-vietnamienne n'a pas suivi la tentative de prise de contrôle du pays par les forces communistes du Nord-Vietnam. C'est assez peu connu, souvent les historiens le cachent, les populations, pendant que l'armée du Nord progressait, elles ont assez mal accueilli cette armée-là, et que les Nord-Vietnamiens se sont dit « oulala, il va falloir conquérir aussi le Sud ». L'offensive nord-vietnamienne du Tet se termine par un indéniable succès militaire américain. Côté nord-vietnamien, les pertes sont très sévères, environ 48 000 hommes contre à peine 4 000 côté américain et sud-vietnamien. Cela pourrait être le tournant militaire de la guerre en faveur des États-Unis. Mais l'impact psychologique et politique est énorme. Dès le 1er février 1968, le grand public américain découvre effaré en première page de tous les journaux les photos de l'assaut de son ambassade à Saigon. Ce quasi-fait divers, anecdotique par rapport aux autres aspects de la bataille, éclipse cependant le reste des combats. Il scandalise l'opinion publique, qui croyait que, comme le promettaient les politiques et le général Westmoreland, la fin des combats était proche. Comment espérer vaincre un ennemi si on n'est même pas capable de sécuriser sa propre ambassade dans la capitale d'un pays ami? Il y a, et ça c'est très important, le rôle de la presse et des médias, et qui rapportent au pays ce qui se passe, c'est-à-dire les braves jeunes gens américains qui sont obligés de tuer parfois des innocents, de brûler des villages afin de les sauver, pour reprendre une phrase hallucinante du lieutenant-colonel Calais qui dit « nous avons brûlé ce village pour le sauver ».
et qui en plus se drogue, parce que l'introduction de la drogue dans l'armée américaine, c'est comme un feu de brousse, hein, et qui invente tout un langage, toute une culture, et tout ça est rapporté par la télé, les photographes qui jouent un rôle considérable. Il y a à l'époque un grand magazine qui s'appelle Life, qui est lu, qui est la bible de millions et de millions d'Américains, qui chaque semaine sort des grands reportages de très talentueux photographes qui montrent la réalité de cette guerre terrible. La population américaine a commencé à protester contre cette guerre quand elle s'est rendue compte que l'âge moyen des appelés était d'environ 18 ans. Alors, tout le monde s'est posé la question suivante, à quoi sert vraiment cette guerre ? D'une certaine manière, certes, c'était une lutte contre le communisme, mais qu'est-ce que cette lutte peut bien signifier pour un Américain moyen ? Dès lors, le mouvement contre la guerre a commencé à s'amplifier. D'autre part, se basant sur les succès remportés par l'armée sud-vietnamienne lors des combats du Tet, les militaires américains penchent de plus en plus pour un retrait des troupes américaines et une vietnamisation du conflit. C'est vers la France, devenue gaullienne, que les Vietnamiens vont se tourner pour trouver un partenaire. C'était le seul pays occidental non directement aligné sur les Américains, et il y avait quand même quelques souvenirs d'Ho Chi Minh à Paris, etc., etc. Et les Français ont toujours eu une bonne diplomatie. Dans les premiers jours de 1969 à Paris, des négociations pour la paix vont s'engager entre les deux parties en présence. Dès le 8 juillet 1969, les premières troupes américaines commencent à évacuer le Vietnam. Le 2 novembre 1969, Ho Chi Minh, le grand leader révolutionnaire vietnamien, décède à Hanoï sans avoir vu la réunification de son pays, pour lequel il s'est battu pendant près de 40 années. De 1970 à 1973, les combats diminuent d'intensité, sans pour autant s'arrêter, et le retrait des forces américaines se poursuit graduellement. La conférence de Paris va mettre les belligérants d'accord en 1973. Le 21 janvier exactement, les Américains signent les accords de paix de Paris et commencent leur désengagement définitif du Vietnam. Le 28 mars, tous les soldats américains ont été évacués. Le Sud-Vietnam est désormais seul face au Nord-Vietnam communiste. Presque 10 ans de conflit ont été nécessaires pour que les États-Unis perdent la guerre face aux coulis Viet Cong. C'est la première défaite militaire de l'une des deux superpuissances face à la détermination d'un peuple à conquérir son indépendance par la voie de moyens non conventionnels. Dans les années 80, l'échec russe en Afghanistan en sera un autre parfait exemple. À compter d'août 1973, le Sud-Vietnam se défend désormais seul. Même si les États-Unis continuent dans un premier temps à envoyer matériels et subsides pour soutenir le gouvernement et l'armée sud-vietnamienne, le pays ne peut résister longtemps à la pression des communistes. En août 1974, après la démission du président Nixon suite à l'affaire du Watergate, le Congrès des États-Unis décide de couper les crédits à destination du Sud-Vietnam. La situation économique du Sud-Vietnam se dégrade rapidement, entraînant une démotivation de l'armée et de nombreuses désertions. La guerre de réunification va encore durer et se terminer fin avril 1975 avec la chute de Saïgon. Début mars 1975, l'offensive part du Nord-Vietnam. Les forces communistes prennent les hauts plateaux, Hue, Da Nang, Khe San, Nha Trang, puis descendent progressivement vers Saïgon. Les populations, poussées vers le sud dans un exode massif, contribuent à l'atmosphère de terreur qui règne sur le pays. Il reste relativement peu de troupes américaines au Sud-Vietnam. Elles encadrent les forces sud-vietnamiennes, elles leur apprennent à combattre. Et lorsque le Nord-Vietnam décide d'attaquer le Sud-Vietnam, ces forces américaines, de même que les forces sud-vietnamiennes, ne sont pas en mesure de bloquer l'offensive nord-vietnamienne. Le 21 avril 1975, le président Thieu démissionne. Je donne le pouvoir, je rends le pouvoir
à ceux qui sont beaucoup plus mérités que nous. Le jour même, 44 bâtiments de la marine des États-Unis reçoivent pour mission d'aller chercher les derniers ressortissants américains présents et le maximum de civils sud-vietnamiens qui en font la demande. 70 000 personnes sont ainsi évacuées en catastrophe, au milieu d'une cohue indescriptible et dans une atmosphère de fin du monde. Les images de la chute de Saïgon sont relayées en direct par les télévisions du monde entier. Le 30 avril 1975, à 7h53, le dernier hélicoptère américain surchargé décolle du toit de l'ambassade américaine. À 12h15 minutes précises, le char T-54B numéro 833 de fabrication russe enfonce les grilles du palais présidentiel. La guérilla, commencée 30 ans plus tôt, fin 1945, s'achève enfin. Saïgon est immédiatement rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Le repli américain se fera relativement en bon ordre, mais laissera derrière lui énormément de Sud-Vietnamiens qui avaient collaboré avec les Américains, qui donc seront perçus par les Nord-Vietnamiens comme étant des traîtres, dont bon nombre mourront ou devront prendre ensuite la mer. Par milliers, les réfugiés tentent de quitter le pays par tous les moyens. Dans les mois qui suivent, ceux qui fuiront par la mer, parfois dans des embarcations de fortune, vont gagner un surnom qui deviendra rapidement mondialement connu, les Boat People. Le Vietnam est désormais entièrement aux mains des communistes, soutenus par la Chine de Mao Tse-tung. Le vieux rêve, donc le Ho, est enfin réalisé. Ngo Dinh Diem est né à Hue, en Indochine française, le 3 janvier 1901. Fils d'un haut fonctionnaire à la cour impériale de Hue, Diem est l'archétype du patriote, nationaliste et anticommuniste. Après la déclaration d'indépendance du Nord-Vietnam à Hanoï en 1945, il refuse la proposition qui lui est faite d'entrer dans le gouvernement communiste d'Ho Chi Minh. Le 23 octobre 1955, l'empereur Bao Dai est déposé par référendum et Diem devient le premier président de la République du Sud-Vietnam. Sous une apparence de démocratie parlementaire, son régime est autoritaire et tyrannique. Il installe un gouvernement basé sur une doctrine anticommuniste libérale et orientée vers le catholicisme plutôt que vers le bouddhisme. Il s'aliène rapidement l'ensemble de la population et son régime corrompu fait naître de nombreuses vocations communistes. La révolte bouddhiste de 1963 et l'immolation de bonzes par le feu en signe de protestation achèvent de le discréditer. Les États-Unis s'aperçoivent alors qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Ils cessent de soutenir son régime. Le 2 novembre 1963, au cours d'un coup d'État mené par les militaires, Diem et son frère sont capturés et exécutés le jour même. Jusqu'en 1971, plusieurs juntes militaires et gouvernements de transition se succèdent. Le 26 avril 1971, après la tenue d'élections législatives, le général Thieu est élu président de la République. Ce sera le dernier président du pays. Il essaie de s'opposer au départ des Américains en 1973, en vain. La vietnamisation du conflit et la perte du soutien financier américain empêchent Thieu de pouvoir s'opposer efficacement à la reprise du pays par les forces communistes nord-vietnamiennes à partir du mois de mars 1975. Le 21 avril, le président Thieu, dernier président de la République du Sud-Vietnam, démissionne. Le jour même, les bâtiments de la marine des États-Unis reçoivent pour mission d'évacuer les derniers ressortissants américains. Le Sud-Vietnam est envahi. De 1945 à 1954, date de la chute de Dien Bien Phu et du départ des forces françaises d'Indochine, deux présidents se sont succédés à la Maison-Blanche. Harry Truman, président de 1945 à 1953, et Dwight David Eisenhower à partir de 1953. Après le départ des Français, Eisenhower continue à soutenir financièrement le régime démocratique sud-vietnamien. Face à la montée des pressions communistes venues du Nord-Vietnam, l'aide des États-Unis va se renforcer d'année en année. Mais c'est à partir de 1961, avec l'investiture à la Maison-Blanche de John Fitzgerald Kennedy, que la spirale infernale des promesses politiques va s'accélérer.
Sous la présidence de Kennedy de 1961 à 1963, l'engagement américain en Vietnam se renforce, le nombre de conseillers militaires augmente et il devient de moins en moins facile de se désengager sans casse du bourbier vietnamien. À peine quelques mois après sa prise de fonction suite à l'assassinat de Kennedy, le président Lyndon Johnson est informé de l'incident du golfe du Tonkin. C'est le début officiel de la guerre du Vietnam. En moins de 4 ans, le conflit dégénère et fin 1968, plus d'1 demi-million de soldats américains combattent au Vietnam. Les conséquences de l'offensive du Tet le convainquent qu'il faut maintenant entamer des négociations de paix. En janvier 1969, Richard Nixon lui succède à la Maison-Blanche comme 37e président des États-Unis. C'est lui qui va conduire son pays sur le chemin du désengagement. En janvier 1973, il signe les accords de paix de Paris et 2 mois plus tard, le dernier GI quitte le sol vietnamien. Pour les États-Unis, la guerre du Vietnam, c'est fini. Réélu en 1973, Nixon doit cependant démissionner en 1974, suite au scandale du Watergate. C'est pendant le mandat de son successeur, Gerald Ford, qu'intervient la chute de Saïgon, le démantèlement du Sud-Vietnam et la réunification des 2 Vietnams sous la bannière communiste. 30 ans d'administration américaine et 6 présidents se sont succédés pour gérer le problème vietnamien, sans succès. William Charles Westmoreland est né en 1914 aux États-Unis, en Caroline du Nord. Après de solides études, il sort diplômé de l'Académie militaire de West Point. Début 1964, il est général de corps d'armée lorsqu'il est envoyé au Vietnam comme commandant de l'assistance militaire au Sud-Vietnam. 6 mois plus tard, il est nommé commandant en chef des forces américaines. Partisan d'une politique agressive et volontaire, il demande toujours plus de moyens et d'hommes. En 1967, il envoie un rapport préconisant de porter le nombre de soldats à 600 000 pour terminer la guerre en 5 ans ou à 750 000 pour la terminer en 3 ans. Il ne sera pas écouté. Souvent critiqué pour son action au Vietnam et pour avoir autorisé et couvert certaines actions militaires qui ont eu des conséquences catastrophiques, comme par exemple l'utilisation en masse de défoliants, le général Westmoreland tentera de justifier ses actions jusqu'à sa mort en juillet 2005. Dans l'inconscient collectif nourri par les films hollywoodiens, le combattant vietnamien, c'est le Viet. On le retrouve sous 2 aspects bien définis. Le guerriero Viet Cong au sud du pays, en chemise et pantalon noir, coiffé du chapeau pointu traditionnel en paille et légèrement armé, au mieux d'un AK-47 de fabrication chinoise. Il peut passer à l'acte par surprise, exécuter sa mission et disparaître aussi vite qu'il est venu, simplement en abandonnant son arme et en se fondant dans la population dont il partage le costume. Sa spécialité, le coup de main rapide ou l'attentat surprise. Le second combattant type de la Chuluque est lui en uniforme vert roseau, coiffé du casque colonial frappé de l'étoile rouge, armé de son AK-47, Kalachnikov, et parfois d'un lance-roquette RPG-7 de fabrication soviétique. Aguerri par 20 ans de conflit, endurant, se contentant de peu de ravitaillement, capable de parcourir de longues distances à pied, le régulier nord-vietnamien est assimilé à une infanterie d'élite. Mais le principal atout du combattant nord-vietnamien, c'est sa conviction de combattre pour une cause juste. Le soldat américain, lui, est beaucoup mieux armé que son homologue vietnamien. La puissance industrielle américaine lui permet de posséder un équipement dernier cri. Casque lourd et gilet de protection renforcé, fusils d'assaut M16 et mitrailleuses M60, abondamment pourvus en munitions, gadgets défensifs divers, comme les mines Claymore, donnent à la section de GI une capacité de combat incroyable encore inégalée. Malgré cet avantage technique, le soldat américain n'arrive pas à prendre l'ascendant. Il lui manque quelque chose, la motivation. Le coût humain de la guerre du Vietnam est très élevé dans les 2 camps. Pour les États-Unis, de janvier 1961 à janvier 1973,
La guerre au Vietnam a fait environ 300 000 blessés et 58 000 morts au total. Pour le Sud-Vietnam, la guerre a fait environ 250 000 morts et 450 000 blessés chez les militaires, auxquels il faut ajouter 400 000 morts et plus d'1 million de blessés chez les civils. Les pertes du Nord-Vietnam et du Viet Cong s'élèvent à plus de 700 000 morts chez les militaires. Les pertes civiles sont innombrables. Elles dépassent, selon les sources communistes, les 3 millions de victimes. Si l'affrontement a été très sanglant, il a aussi été financièrement extrêmement élevé. Le coût pour les États-Unis de la guerre du Vietnam est pharaonique. En l'espace de 10 ans, plus de 110 milliards de dollars ont été engloutis dans une guerre où l'implication des États-Unis aurait pu être évitée. L'Amérique sort traumatisée de cette guerre. Championne de la liberté au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est ensuite retrouvée empêtrée dans la guerre de Corée par le jeu des alliances, puis dans celle du Vietnam pour contrer l'expansion communiste dans cette région du monde. Les Américains partis au Vietnam reviennent au pays pensant être accueillis comme des héros. Ils sont en fait accueillis comme des bouchers, des meurtriers et des barbares. Au cours de la guerre, les médias ont façonné une image déformée du GI au Vietnam, utilisant des images parfois en dehors de leur contexte. Ils montrent des hommes violents, débraillés, drogués, parfois meurtriers de sang-froid. Dans un mouvement tardif de conscience, l'Amérique puritaine et bien pensante rejette alors ceux qui ont combattu et souffert en son nom au Vietnam. Pour le Vietnam également, le bilan économique est catastrophique. Les grands centres industriels et les voies de communication au nord du pays ont été en grande partie détruits par les bombardements. Au sud, la situation est pratiquement la même. De 1965 à 1971, 6,3 millions de tonnes de bombes ont été larguées sur le Nord-Vietnam et la terrible piste Ho Chi Minh, soit plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Plus de 40 millions de litres de défoliant, l'agent orange, ont été déversés, détruisant complètement 5% des forêts et en endommageant plus de 50%. C'est un désastre écologique sans précédent. De plus, dans un pays d'agriculture et d'élevage, les cultures ont été en grande partie détruites et plus d'1,5 million de têtes de bétail ont été abattues. Le pays, au sortir de la guerre, est au bord de la ruine et de la famine. Bien que le Vietnam soit désormais politiquement réunifié, la population du Sud-Vietnam se trouve dans une situation très difficile. Les plus grands cerveaux du Vietnam ont soit fui aux États-Unis avec les Américains, soit été décimés ou envoyés dans des camps de rééducation par les communistes. De 1975 à 1982, plus de 65 000 personnes sont exécutées et plus d'1 million sont envoyés dans des camps de rééducation politique. Tous leurs biens sont confisqués au profit de l'État. L'armée nord-vietnamienne, au cours de sa progression, a fait une découverte. Et cette découverte, c'est que l'implantation de ses amis Viet Cong au sud était moins bonne que prévu, qu'une très grande partie de la population du sud restait au minimum neutre, qu'il faudrait donc non seulement conquérir militairement le Sud, mais qu'il faudrait l'expurger, qu'il faudrait l'épurer. Et c'est très précisément à ce moment-là que s'organise ce qui sera l'une des horreurs du siècle et qu'on a souvent oublié, qu'on oublie souvent de citer. C'est une répression des tueries, des envois en camp absolument massifs qui méritent de figurer, pas autant que la prise du Cambodge par les Khmers rouges, mais qui méritent de figurer dans l'histoire, disons, de la violence politique au XXe siècle. La peur d'une épuration communiste jette alors des centaines de milliers de réfugiés sur les routes de l'exode. Parmi eux, la plupart des élites artistiques et intellectuelles du pays. Au total, selon les statistiques du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 3 millions de personnes quittent le pays de 1975 à 1995. De plus, le problème du ravitaillement des populations se pose de façon dramatique. Fuyant les combats en campagne, la population rurale s'est agglutinée dans les villes, avec son cortège de problèmes de délinquance, de pauvreté et de précarité sanitaire. Au début de la guerre du Vietnam, les États-Unis soutiennent le gouvernement de Norodom Sihanouk. Mais le 18 mars 1970, le maréchal Lon Nol renverse le gouvernement corrompu du pays. Anticommuniste convaincu et pro-américain, Lon Nol entraîne son pays aux côtés des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Aidé par les Américains, il repousse toutes les tentatives communistes de prise de pouvoir dans le pays.
Le 17 avril 1975, quelques semaines à peine après la chute de Saïgon et le départ des Américains du Vietnam, les forces communistes des Khmers rouges de Pol Pot, soutenues par la Chine communiste, prennent la capitale Phnom Penh et instaurent un régime autoritaire maoïste. Le maréchal Lon Nol n'a pu opposer de résistance suffisante, faute d'un soutien financier demandé aux États-Unis qui a été refusé par le Congrès américain. En quelques années, famine, maladies, exécutions, déportations, envois en camps de travail forcé font plus de 2 millions de victimes civiles. La raison principale pour laquelle la guerre du Vietnam a été déclarée rejoint la théorie des dominos. Cette théorie dit que si on laisse le Vietnam aux communistes, d'autres armées communistes viendront s'étendre davantage. En fait, c'est ce qui s'est passé, si vous regardez bien, après la guerre du Vietnam. Les forces communistes sont entrées au Cambodge avec les Khmers rouges. Il y a eu un effet de domino. Mais grâce aux efforts diplomatiques de Kissinger envers les Chinois, le mouvement communiste s'est divisé de lui-même, rapprochant les Vietnamiens vers les Soviétiques et les Khmers rouges vers les Chinois. En 1977, des incidents de frontières ont lieu entre le Vietnam et le Cambodge. En 1978, en représailles, le Vietnam envahit le Cambodge, amenant la chute du régime des Khmers rouges. Ce qu'il découvre alors est abominable. Aucun mot ne pourra jamais relater le cauchemar que les Khmers rouges ont fait subir aux Cambodgiens. C'est un peuple entier qui a été condamné à mort par ses dirigeants entre 1975 et 1979. Le génocide cambodgien n'est pas officiellement reconnu, mais les faits sont là. Aussitôt, un gouvernement favorable aux intérêts vietnamiens est mis en place sur les modèles laotiens et vietnamiens. Les Khmers rouges entrent alors dans la clandestinité. C'est le début d'une guerre civile larvée dans tous les pays. Cambodge, Corée du Nord, Laos, Vietnam sont autant de pays dont les systèmes politiques sont fragiles et dont l'instabilité est une source d'inquiétude pour la paix et la sécurité mondiale. Ceci découle en partie de la fin de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam était le symbole, d'après moi, de ce qu'il ne fallait pas faire. Le Vietnam a démontré que la question essentielle en cas de conflit consiste à rechercher comment maintenir toujours plus de paix dans le monde. Finalement, historiquement, ce que les Américains ont fait de mieux au Vietnam, c'est bien de partir. Parce qu'en quittant le Vietnam, en laissant les Vietnamiens face à leur communisme, eh bien, ils les ont laissés face à l'inévitable échec, et c'est-à-dire qu'ils ont créé les conditions d'un ultérieur triomphe du capitalisme qui est en train de s'organiser par l'intermédiaire de l'influence chinoise aujourd'hui. En 1954, la conférence de Genève partage l'ancienne Indochine française. Vietnam du Nord et du Sud se retrouvent seuls, face à face, de part et d'autre du 17e parallèle. Le Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis, va tenter de résister à la pression grandissante du Nord-Vietnam communiste. En 4 ans, le nombre de conseillers militaires américains passe de 1000 en 1960 à 23 000 en 1964. Le 2 août 1964, l'incident naval du golfe du Tonkin marque le début officiel de la guerre du Vietnam. Le 1er mars 1965, les bombardements stratégiques massifs américains débutent au nord du 17e parallèle. Le 8 mars 1965, la 9e brigade de Marines débarque à Da Nang. L'engagement américain au Vietnam devient irrévocable. Les soldats américains sont 180 000 en 1965 et 580 000 au plus fort du conflit, en 1968. L'utilisation de nouvelles armes telles que le napalm, les bombardements stratégiques ou l'usage massif de défoliants ne suffisent pas à faire la différence. Le 31 janvier 1968, pendant les fêtes du Tet, Ho Chi Minh lance une grande attaque générale dans tout le pays. La réaction américaine est cependant rapide et l'offensive Viet Minh est un échec militaire. En quelques semaines, les combats cessent partout. Cela pourrait être le tournant militaire de la guerre en faveur des États-Unis. Mais l'impact psychologique et politique est énorme. L'opinion mondiale est en faveur du Nord-Vietnam. Et aux États-Unis, l'opinion publique se mobilise en faveur du retrait des troupes américaines. En 1969, à Paris, des négociations pour la paix s'engagent. Dès le 8 juillet 1969, les premières troupes américaines commencent à évacuer le Vietnam. De 1970 à 1973, les combats perdent de leur intensité.
Le 21 janvier 1973, les Américains signent les accords de paix de Paris. Le 28 mars 1973, tous les soldats américains sont évacués. Le Sud-Vietnam combat désormais seul. Début mars 1975, une grande offensive part du Nord-Vietnam puis progresse rapidement vers Saigon. Le 21 avril 1975, le président Thieu démissionne. Le jour même, la marine des États-Unis reçoit l'ordre d'aller chercher les derniers Américains et de rapatrier le maximum de civils sud-vietnamiens. 70 000 personnes sont ainsi évacuées en catastrophe au milieu d'une cohue indescriptible et dans une atmosphère de fin du monde. Le 30 avril 1975, à 7h53, le dernier hélicoptère américain surchargé décolle du toit de l'ambassade américaine de Saigon. Le 30 avril 1975, à 12h15 précise, le char russe T-54B, numéro 843, enfonce les grilles du palais présidentiel de Saigon. La guerre est terminée. Saigon est rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Par milliers, les réfugiés tentent de quitter le pays. Ceux qui tentent de fuir par la mer vont y gagner un surnom tristement célèbre, les Boat People. Le Vietnam est désormais entièrement aux mains des communistes, soutenu par la Chine de Mao Tse-tung. Le vieux rêve d'Oncle Ho s'est enfin réalisé. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything. I have a dream.